Docteur Mouton, on va parler de la thyroïde et le lien qu'il existerait entre la thyroïde et le vieillissement. Quel est ce lien? Oui, ça interpelle pas mal de gens parce que la principale cause de problèmes thyroïdiens, c'est l'auto-immunité thyroïdienne, thyroïdite auto-immune. 90% des problèmes thyroïdiens chez les Caucasiens, beaucoup moins chez les Africains, mais chez les Caucasiens, c'est un très gros problème. Et ce qui est interpellant, c'est qu'on ne trouve pas de thyroïdite auto-immune chez les centenaires. Bon, donc si on veut viser... On peut se poser la question, quel est le lien entre... C'est quand même un peu nerveux. Donc, ceci dit, moi j'ai une façon très simple d'éviter les thyroïdites auto-immunes, c'est de supprimer le gluten. Parce que auto-immunité, augmentation de la perméabilité intestinale, gliadine, bye bye gliadine. Si on a la chance d'avoir une thyroïdite auto-immune à minima, il y a beaucoup de chances qu'on va guérir ça en virant le gluten. Il va falloir probablement le virer à long terme. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais pour revenir à la thyroïde et vieillissement, si vous voulez, la glande thyroïde ne devrait pas décliner avec l'âge. C'est quelque chose qui doit quand même rester bien actif et donc qui mérite tous nos soins, toute notre attention. On repart là dans un peu de bilan, vérifier qu'il n'y a pas de déficit en zinc, en sélénium, en iode, la vitamine B2, très importante, la vitamine B2 pour la thyroïde et pour beaucoup de choses, aussi pour éviter l'augmentation de l'homocystéine, mais enfin bon, n'entrons pas dans trop de détails techniques, mais la vitamine B2 est certainement un test intéressant aussi à envisager. Donc, prendre bien soin de la thyroïde, ne pas accepter qu'elle s'effondre ou qu'elle s'affaiblisse petit à petit, éventuellement faire une échographie pour un peu, voilà encore un exemple d'imagerie qui fait un peu exception à ma règle, qui ne fait pas énormément recours à l'imagerie parce qu'on est dans de la prévention, mais pour la thyroïde, ça peut être intéressant de voir un peu ce qui se passe là-dedans. Et une chose à ajouter pour bien suivre cet organe très important, parce que si vous voulez, l'hormone thyroïdienne a ce site particulier, c'est que contrairement à toutes les autres hormones, elle a des cibles dans tous les noyaux de toutes les cellules de l'organisme. Il n'y a aucune catégorie de cellules qui ne soit pas sous contrôle des hormones thyroïdiennes. De l'hormone thyroïdienne active qui est la T3, la liothyronine, qui a 3 atomes d'iode fichés sur son squelette d'acide aminé. Et ce dont on entend beaucoup parler, c'est pas le vrai truc, c'est une pro-hormone inactive qui est la fameuse thyroxine que beaucoup de gens prennent en traitement. Ça, c'est la T4 avec un 4e atome d'iode. Mais ce 4e atome d'iode empêche la pro-hormone inactive, la thyroxine, de se fixer sur le récepteur. Pour y arriver, il faut enlever cet atome d'iode. Et qu'est-ce qui enlève l'atome d'iode? C'est un enzyme qu'on appelle une déiodinase. Déiodinase, c'est facile. Quelle est cette enzyme en acronyme? C'est la DIO2, c'est la déiodinase 2, DIO2. Eh bien, DIO2, c'est aussi un génotype fascinant, très important. C'est les 2 que j'ai commencé à faire il y a 8 ans et je ne peux plus me passer d'aucun des 2, pas plus de la DIO2, en tout cas quand il y a matière à discuter sur la thyroïde, parce que si la thyroïde donne toute satisfaction, on s'en fout évidemment du génotype. Mais dès qu'il y a problème, et il y a quand même beaucoup de problèmes, il faut aller tester le génotype DIO2. Et là, si vous permettez, il y a une transition que je dois absolument faire avec nos ancêtres. Parce que je me suis intéressé ici sur les derniers mois, c'est très récent. Pourquoi? Parce que les données arrivent, et c'est, enfin moi ça m'a, je crois que j'ai eu un peu du mal à me remettre de mon été 2022 parce que j'ai découvert la paléogénomique.
j'ai découvert ce travail qui compare les déiodinases, trouvé cette étude qui compare les déiodinases au fil de l'évolution. Et à l'époque paléolithique, donc il y a 20, 30, 50 000 ans, nous avons des données fiables. On a une déiodinase qui ne favorise pas, qui n'est pas propice à l'arrachement de ce quatrième atome d'iode. Donc, il y a un petit frein là sur l'activation des hormones thyroïdiennes. Et puis, subitement, il y a 15 000 ans, lorsqu'on appelle le Mésolithique, est apparue une mutation qui a facilité cette opération de déiodination, et ça a correspondu avec une augmentation de la consommation de féculents, de céréales, d'aliments glucidiques. C'est la révolution du néolithique qui s'amorçait. Et au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont une meilleure capacité d'activer leurs hormones thyroïdiennes de T4 vers T3 sont capables de fournir davantage d'activité thyroïdienne, ce qui va bien avec une alimentation néolithique, plus glucidique. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas connu cette évolution. Donc, on a encore des génotypes paléolithiques, le vieux génotype. Je ne sais pas, vous, moi pas. Moi, je suis entre les deux. Je suis hétérozygote, donc je suis à mi-chemin. Mais vous, on n'en sait rien. Si vous avez gardé ce génotype ancien, eh bien, implication sur votre alimentation, vous ne devriez pas manger trop d'hydrates de carbone. Donc, tout comme tout à l'heure pour l'ApoE, on a des indications sur une meilleure façon de manger à titre individuel en fonction d'un génotype. Et évidemment, ces informations sont recoupées parce qu'on parle là de 2 génotypes, et donc il y a tout un tas de cas d'espèces sur lesquels il serait trop long ici de s'étendre. Mais donc, c'est fascinant parce que cette évolution récente qui est à rapprocher de l'apparition de la tolérance au lactose. La tolérance au lactose, c'est un génotype, est apparu il y a 7000 ans. Hein? Est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse et vous poser la question, comment ce génotype, comment est-ce qu'on le dose, comment est-ce qu'on le découvre, à travers quel examen, à travers quel bilan, pour découvrir si on a un problème de la thyroïde. 3 millilitres de sang non coagulé sur tube DTA ou un test salivaire, comme pour l'ApoE, une bonne cinquantaine d'euros, et on a le renseignement qui donc va permettre d'une part d'affiner les traitements hormonothyroïdiens pour ceux qui en ont besoin, parce qu'évidemment il y a ça aussi, de savoir comment on adapte le traitement thyroïdien. Est-ce qu'on donne de la T4 et de la T3, plus de T4, plus de T3? Tout ça est à personnaliser, d'une part. Et alors, d'autre part, ce fait nouveau, c'est un impact sur la façon de manger. Quand on a ce génotype DIO2 ancestral, eh bien, on devrait être plus avare d'aliments glucidiques. Alors, alors, je peux pas ne pas vous dire ça parce que là, on est dans de l'actualité brûlante. J'ai posté ces découvertes de paléogénomique sur ma chaîne YouTube le 2 septembre. Et je vous dis, j'étais vraiment très perturbé par cette affaire-là parce que j'avais jamais vu venir ça et je trouvais ça extraordinaire.